Bonjour tout le monde. On va commencer. Je vais commencer en me présentant. Je m'appelle Axel Bédican. Je suis le lead de l'équipe de l'analytique chez Léger. Donc, c'est Léger Analytique. On l'appelle Léa. Aujourd'hui, on va passer, je vous dirais, 30-35 minutes de présentation. Miko va nous présenter la grande majorité du contenu. Et par après, on va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de les mettre dans le Q&A sur votre écran. Et on va voir, soit on va le répondre directement lors de la présentation ou on va attendre jusqu'à la fin de la présentation, mais sentez-vous à l'aise de poser vos questions durant la présentation. Donc, quelques mots sur Léa. L'équipe d'analytique chez DG, c'est une équipe dans 3 bureaux canadiens, donc à Montréal, Toronto et Vancouver. Et la façon qu'on intervient avec nos clients, c'est quand on a des projets de recherche et ça nécessite une intervention un petit peu plus poussée, un petit peu plus avancée de façon analytique et de statistique. L'équipe va intervenir pour pouvoir répondre à des questions d'affaires. Donc, souvent, on travaille avec les données de sondage. On est en train de prendre un virage chez Léger et je vous en parle un petit peu là-dessus. C'est que Léger est bien sûr connu comme une entreprise de recherche et on fait beaucoup de sondages, donc soit quantitatif, soit qualitatif. Et on continue à faire ça, c'est notre pain et notre beurre. Et en même temps, l'année dernière, on a passé beaucoup de temps à commencer à faire et continuer à faire des projets euh, sans nécessairement avec des données de sondage. Donc, on travaille directement avec les données de clients. Donc, si on a des bases de données de clients, bases de données transactionnelles, si on a des données de web analytique, si on part de nous sur l'Internet pour faire du web scraping, online listening. Donc, on travaille vraiment avec toutes sortes de données. Et l'idée et la force chez nous, je crois, c'est de pouvoir et d'être data agnostic et de pouvoir travailler avec toutes sortes de données et commencer à bâtir des ponts entre les différentes sources de données. Donc, bien évidemment, ceci nécessite d'expertise en analytique, avoir des gens avec les compétences en data science, dans data engineering. Donc, on a fait le recrutement de plusieurs personnes dans les 12 mois précédents et l'équipe en ce moment est bien ancrée et a les bonnes compétences à pouvoir faire des projets de data science. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu nos capacités, de démontrer les types de mandats que l'on fait. C'est bien ça, c'est bien de ça que Miko va nous parler. Une chose qui est importante pour nous, c'est même si on adore travailler avec les données, bâtir des modèles statistiques, des modèles de machine learning, ainsi de suite, tout ce qu'on fait, c'est ancré dans des résultats d'affaires. Tout ce qu'on fait, c'est ancré dans des questions d'affaires que l'on essaie de répondre. Donc, c'est bien le fun de travailler dans les données, mais si ça fait une application pratique, ça ne nous sert à rien. Donc, la discussion avec nos clients commence toujours et ça finit toujours par des questions et des discussions et des dialogues d'affaires. Donc, c'est pour ça que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, c'est bien pensé de ce point de vue. C'est ancré dans des questions d'affaires, c'est ancré dans des résultats d'affaires et on va vous montrer le comment derrière et le pourquoi derrière les projets et les mandats que l'on fait. Miko va prendre la parole. Juste quelques mots sur Miko. Miko est notre super principal data scientist sur l'équipe. Elle nous aide à bâtir des produits de données, des data products pour nos clients. Elle nous aide à être plus efficace, plus efficient avec notre processus, avec nos outils et surtout à développer des produits et aussi le talent chez Léa. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je laisse la parole à Miko.
Merci, Axel. C'est ça, je m'appelle Nico, je suis scientifique des données principales chez Léa ou Léger Analytics. Puis, ben, chez nous, on croit que les entreprises qui vont pouvoir croître puis s'améliorer dans les prochaines années, ben, ce sera vraiment les entreprises qui vont pouvoir s'appuyer sur les données qui sont pertinentes pour faire des choix éclairés. Puis, ben, chez nous, ce qu'on fait, c'est accompagner les entreprises. Qui nous sommes, ben, on est un groupe de nerds, de passionnés de plusieurs horizons. On vient combiner notre expérience au service des besoins d'affaires. Puis si je peux vous laisser avec un message aujourd'hui, ben, c'est celui-ci, c'est si vous avez des questions d'affaires, puis si vous avez des données, ben, on peut vous accompagner puis trouver des réponses. Je dirais même à cause de notre, notre passé et notre expérience. Si vous n'avez pas de données, mais vous avez quand même des questions, on peut quand même vous aider parce qu'on travaille en collaboration avec les autres équipes d'experts en marketing chez Léger. Fait que ce qu'on recommande quand c'est possible, ben, c'est d'établir des relations entre plusieurs sources de données. Pardon, ma fille la maison aujourd'hui. Ce qui est possible, donc, ce qui est à recommander, si c'est possible, c'est de faire des ponts entre plusieurs sources de données. C'est ça que je disais, donc des données clients, des données transactionnelles, des données de recherche marketing, puis ben, même si possible, de l'écoute de médias. Puis quand on est capable de faire le pont entre ces différentes sources de données-là, ben, ça nous permet de trouver les relations entre ce que les gens disent, ce qu'ils font, puis ce qu'ils font vraiment. Puis ce que ça donne, bien souvent, c'est des solutions qui sont plus riches que l'ensemble, la somme de toutes les parties individuelles. Fait que pour explorer ensemble aujourd'hui comment est-ce que l'analytique peut aider les leaders d'entreprise à prendre des décisions, bien, je vais vous présenter 5 défis qui sont communs dans les entreprises, puis aussi des outils pour les surmonter. Fait que, je vais parler aujourd'hui de la connaissance de marché, de la mise en marché, de l'acquisition, de la fidélisation puis de l'optimisation. Puis, au fur et à mesure que je vous présente des exemples, ben, je vous demande de garder en tête que ça se peut que vous, comme entreprise, vos défis, ben, ils s'échelonnent sur 3 de ces exemples-là. Ça se peut même qu'il y ait complètement à l'extérieur des exemples que je présente. Ben, c'est correct parce que chez Léa, ben, on fait des solutions qui sont personnalisées. Fait que le premier défi que je voulais vous montrer, c'est la connaissance de marché. Quand on pense à connaissance de marché, bien, on pense à connaître c'est quoi la demande, c'est qui nos consommateurs, de où ils viennent, c'est quoi leurs besoins actuels, mais aussi leurs besoins futurs. On va anticiper leurs demandes. Fait que pour illustrer ce défi-là, j'ai en tête 2 projets que Léa a fait dans la dernière année. Le premier, c'était avec une agence d'un gouvernement provincial qui nous a demandé de les aider à comprendre, à prédire les besoins pour des places en garderie. Donc, pour eux, ce qu'on a construit, c'est un tableau de bord. On a utilisé les données qui venaient de Statistique Canada puis de leurs propres données. Ici, le défi, c'est que sur un territoire donné, la croissance, ça ne sera pas la même partout. Puis les besoins ne seront pas les mêmes partout non plus. Fait que on a été capable, malgré tout, de faire une projection des besoins pour les parents par année, par zone géographique, puis même par besoin particulier des enfants. Puis cet outil-là a permis à nos clients de comparer plusieurs scénarios, puis même de mieux planifier leurs ressources par communauté. Ce tableau-là est consulté présentement, il est consulté puis il est mis à jour là, par Léa, je pense que c'est 2 fois par année là, pour quand les. Ouais. Je crois que ça me dit oui, quand les nouvelles données, dans le fond, deviennent disponibles. Pardon. Donc, un deuxième exemple là, par rapport à la connaissance de marché, c'est un qu'on a fait auprès d'une entreprise privée de recrutement des employés. Fait que cette entreprise-là est venue voir Léa, puis en nous demandant, on veut mieux connaître c'est quoi les offres d'emploi actuelles sur le marché canadien.
Puis, ben, pour répondre à leurs questions, notre équipe a analysé puis classé près de 4 millions de différentes offres d'emploi sur 12 mois, des offres d'emploi en anglais, en français, puis on est parvenu à classer les offres dans un répertoire. Là, on va essayer de dégager les grandes tendances actuelles, mais aussi pour permettre aux clients, là, pour le préparer à gérer l'évolution des tendances, c'est-à-dire des catégories à grande croissance. Fait que dans ce cas-ci, le défi, c'était un de classification. Puis c'était aussi juste la qualité des données, le bruit, les erreurs qui étaient présentes dans les données, parce qu'on peut penser que ce n'est pas toutes les compagnies qui affichent de la même façon. Les descriptions de poste, ce n'est pas standard. Elles vont comporter des erreurs d'orthographe, des petites blagues, des mentions genre venez travailler chez nous, on a des tables de ping-pong. Puis il faut que l'algorithme soit assez puissant pour pouvoir classer un poste avec un nom aussi commun que assistant, assistante ou commis dans la bonne catégorie. Fait que avec ce projet-là, le défi, c'était double parce qu'on voulait de la précision, mais évidemment, mais aussi on voulait des réponses assez rapides. Fait qu'à la fin de notre mandat, on a été capable de nettoyer, classer un répertoire à un niveau qui était assez acceptable, puis de relever les tendances là, en gros du marché. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est offrir des recommandations sur la façon d'aborder le problème dans le futur. Donc, dans un futur où est-ce qu'on voudrait qu'on aurait un peu plus de temps, un peu plus de budget, par exemple, voici les façons là, d'aller encore plonger de façon plus précise dans ce genre de données-là, puis obtenir des réponses là, très, très précises. Donc, deuxième défi, une fois qu'on a une bonne connaissance du marché, bien, on veut parfois se pencher sur le positionnement de notre marque. On veut être capable d'identifier pour nous-mêmes là, nos forces, nos faiblesses comme marque, mais aussi comment on est perçu par nos clients et clients potentiels. Puis pour ça, ben, Axel en a parlé un petit peu tantôt, mais ça peut être intéressant de se pencher sur une analyse des commentaires laissés en ligne, là, toutes les Yelp, les Google Reviews de ce monde-là. On peut aller voir si les sentiments exprimés sont plutôt positifs, plutôt négatifs. Est-ce que c'est où que ça se situe les difficultés? Est-ce que c'est au niveau du service, du temps d'attente? Est-ce qu'il y a un produit en particulier qui attire tous les commentaires? C'est toutes des analyses qui est possible de faire pour relever le défi de la mise en marché, puis se positionner efficacement, se démarquer là, parmi nos concurrents. Un autre défi commun auquel les entreprises sont confrontées, c'est l'acquisition. On sait qu'une bonne stratégie d'acquisition, ça peut non seulement améliorer notre capacité à trouver des clients potentiels, mais dans le temps aussi, ça peut nous permettre d'atteindre des individus qui pourraient devenir éventuellement des ambassadeurs de notre marque. Fait qu'une façon de s'y intéresser, ça peut être d'aller fouiller directement dans notre banque de données de clients actuels pour comprendre c'est qui ces gens-là. C'est possible d'aller les segmenter puis de dégager des types, des groupes parmi nos clients. Puis ensuite de ça, on peut aller à la chasse aux audiences similaires. C'est possible aussi de combiner des sources de données, donc d'aller compléter notre portrait de notre clientèle actuelle avec peut-être des données de sondage. Par exemple, si pendant l'exploration de notre banque de données, on se rend compte qu'il y a un écart par rapport à nos attentes, puis je ne sais pas, moi, une tranche d'âge en particulier, les 25-35 ans ne seront pas représentés, on ne comprend pas pourquoi, mais à ce moment-là, c'est assez facile de se retourner, puis d'aller compléter, d'aller demander ce qui se passe avec vous autres, puis de comprendre, puis dans le fond, après ça, informer nos futurs efforts là, marketing. Récemment, ça a été le cas pour un projet avec une grande institution financière où on a pu non seulement les guider dans leur stratégie de communication en allant chercher avec eux des thèmes qui étaient les plus susceptibles d'accrocher leur public cible. Dans le fond, l'idée ici, pour ce client-là, c'était de faire bouger l'aiguille au niveau de leur réputation. Fait
pour ce client-là, on a été capable d'offrir un portrait de leur clientèle, puis de leur clientèle potentielle, mais également de leur bâtir un simulateur, un outil qui était personnalisé à leur défi à eux, pour prédire l'impact de leur effort de communication. Donc, en améliorant tel aspect, voici ce qu'on peut prédire qui va arriver par rapport à votre réputation pour tel segment de la population ou pour donc tous vos clients potentiels. Donc, l'acquisition, c'est important, mais la fidélisation se l'est aussi, autant. Une façon de s'assurer que nos clients ils restent fidèles, mais c'est de faire le suivi de leur expérience. Ça a été le cas pour une entreprise d'installation de cuisine qui sont venus nous voir, nous ont confié le mandat de les aider à faire le suivi, donc puis à améliorer leur offre en fonction des commentaires de leurs clients directement. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est de se retourner assez rapidement à partir de leur banque de données clients, puis de leur bâtir un outil pour leur offrir une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble-là, ben, elle dépendait de la personne là, qui allait se brancher. Là. Puis pour ce client-là, ben, c'était important d'offrir une mise à jour qui était quotidienne des résultats. Donc, on était capable de faire ça. Puis les résultats, ce qu'ils voyaient, ben, ça les aidait à concentrer leurs ressources, à évaluer c'est quoi les facteurs importants qui contribuent à la satisfaction globale de leurs clients. Puis même d'aller voir, cibler, est-ce qu'il y a un superviseur ou un groupe de chargés de projet pour qui ça va un petit peu moins bien en ce moment? Bon, on peut aller mettre plus de ressources, aller refaire des formations. Il y avait toutes ces informations là, au jour le jour. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est la même chose, la même chose, mais un défi de fidélisation, de croissance aussi qu'on a eu avec un organisme sans but lucratif. Cet organisme-là, ben, il cherchait à comprendre c'est qui leur donateur pour aller ensuite, là, évidemment, le mieux les solliciter. Fait que le premier défi avec cet organisme-là, ben, ça a été d'abord d'intégrer les différentes sources de données. Ces gens-là avaient plusieurs silos de données un peu partout dans les différentes branches régionales. Donc, la première chose qu'il fallait faire avant même d'essayer de faire des modèles, puis du machine learning, puis ces affaires folles-là, ben, c'était juste d'abord établir est-ce que Sylvie P, c'est la même que S. Pelletier dans un autre silo de données? Puis est-ce que deux personnes qui ont le même nom, le même âge, mais qui vivent à deux adresses, est-ce que dans le fond, c'est juste un donateur ou c'est deux personnes différentes? Fait on a été capable de faire le ménage dans des centaines de milliers de données de donateurs. Puis une fois la première étape complétée, bien, on a été capable de cartographier le parcours typique d'un donateur. Donc, du premier niveau de la sensibilisation à la marque ou à la cause dans ce cas-ci, jusqu'à la fidélisation, pardon, la promotion de l'entreprise ou de l'organisme. Fait grâce à ces outils-là, puis cette première étape là, de ménage, puis de rassembler là, toutes les données qui étaient éparpillées un peu partout dans une banque unique, ben, on est capable ensuite d'aller appuyer puis d'aller chercher, faire de l'analytique, faire des modèles là-dessus pour, par exemple, développer des modèles d'attrition. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à risque de partir, de sortir de l'organisme? Est-ce qu'on peut, par exemple, aller chercher les points de friction? Est-ce qu'il y a trop, pas assez de demandes? Est-ce qu'on va tanner les gens à force de les solliciter? Ça devrait être quoi les règles en place pour optimiser nos demandes tout en faisant la balance, en prévenant qu'il y a des trop de gens qui partent à force de se faire achaler avec des courriels? Finalement, dernier défi que je voulais vous présenter, ben, c'est celui de l'optimisation. C'est rare qu'une entreprise a des ressources illimitées pour ses efforts marketing. Fait que, ben, dans le fond, c'est là qu'entre en jeu l'optimisation de nos différentes ressources. Fait que ce qu'on a fait avec une entreprise de loterie aux États-Unis, c'est qu'on a été capable d'analyser les différentes sources de marketing, soit la télévision, les annonces à la radio, leur site Internet, mais aussi la publicité digitale provenant là, de d'autres sites. Avec certaines mises en garde, on a été capable d'offrir une mesure d'efficacité
par canal marketing, canal de publicité. Fait qu'on a été capable de tracer des courbes d'optimisation des dépenses, d'accompagner le client dans la planification de ses investissements, puis la redistribution de son budget publicitaire. Je dis ici certaines mises en garde parce que ce n'est pas toujours évident de retracer l'impact d'une publicité à la télévision ou à la radio, par exemple, mais on peut s'appuyer sur une analyse dans le temps puis constater des pointes de trafic. Si on constate des points de trafic dans le site vis-à-vis des campagnes publicitaires, bien, on peut attribuer ce changement-là, telle campagne, telle source, tel canal. C'est comme ça qu'on a été capable pour ce client-là d'offrir des mesures de comparaison des résultats par canal, puis de recommander certains changements budgétaires pour vraiment aller optimiser leur marketing puis leur campagne. Fait que c'est ça, je vais m'arrêter là pour les défis. J'en ai présenté 5, j'ai présenté quelques exemples. Bien, j'espère avoir su vous montrer avec ces exemples-là comment l'analytique peut vous aider à prendre des meilleures décisions. J'espère que j'ai pu vous convaincre un petit peu là, que peu importe les sources des données, bien, ici, chez Léa, on peut relever le défi puis bâtir des outils. On peut aussi les bâtir sur différentes plateformes. Axel parlait tantôt de data agnostique. On travaille aussi sur des plateformes, pas mal de plateformes agnostiques. On va pouvoir partager la présentation avec vous tous, à tous les gens qui sont enregistrés, si vous voulez revoir certaines des diapos. Puis là, ben, c'est votre moment. Si vous avez des questions, ça peut être des questions sur les exemples qu'on a partagés, sur nos capacités, sur un projet que vous avez en tête. Allez-y. On va laisser une minute. Fait que moi, j'ai une question ici. Quelqu'un qui demande c'est quoi la part de l'intuition dans un projet d'analytique? Moi, j'ai une réponse à ça, mais je ne sais pas si elle est controversée. J'aimerais vraiment ça entendre aussi ta réponse, Axel. Par rapport à l'intuition, moi, je pense qu'une des forces d'un scientifique des données, c'est d'être bien au courant de l'étendue de son ignorance, dans le sens où pour moi, il faut faire attention avec l'intuition. Et on peut avoir de l'expérience, l'intuition dans choisir un modèle, avoir des attentes, mais que ce qui est important utilement, c'est de laisser parler des données. Là où je laisserais peut-être plus une part à l'intuition, ça serait possiblement dans le dialogue avec l'expert ou le leader dans un domaine. Par exemple, si on a à travailler avec, je ne sais pas, un groupe de vétérinaires, ce n'est pas mon expertise, mais je serais bien à l'écoute de l'expert du domaine pour peut-être, au moment avant de faire rouler le modèle, aller faire choisir des variables, avoir des pointeurs sur comment établir un modèle. Mais après ça, les données vont parler, puis laissons les données nous étonner, là, même s'ils vont en dehors de notre intuition. Je ne sais pas si tu avais une autre réponse, Axel, si tu n'étais pas d'accord. Je ne dirais pas c'est une autre réponse, mais je peux enrichir là-dessus un petit peu. Je pense qu'il y a la place à l'intuition, c'est certain. Parce que la façon que moi je le vois, c'est avec l'intuition qu'on va générer des hypothèses, qu'on va ensuite tester avec les données, avec nos modèles. Donc, si tu n'as pas cette expertise du
de ton business spécifiquement, ou si tu n'as pas une perspective qui est quand même assez centrée, qui est ancrée dans ce que tu fais au jour le jour, tu sais, dans la catégorie dans laquelle vous travaillez, dans votre business, vos réalités d'affaires, ça va être plus difficile de vraiment bâtir un modèle qui va répondre à vos besoins. Donc, c'est avec ces besoins-là qu'on est capable vraiment de bâtir le modèle. Et sans avoir une intuition, sans avoir des hypothèses, sans avoir des choses que vous pensiez, ça devient de plus en plus difficile de bâtir un modèle de qualité. Donc, je pense qu'il y a de la place pour les deux. En fait, il faut les deux. On ne peut pas juste avoir un sans l'autre. Je crois qu'on avait une autre question. Miko, est-ce que tu le vois? On dit en philanthropie, donc c'est Dominique, c'est la question de Dominique. En philanthropie, est-ce que tu es capable de donner plus d'exemples concrets? Oui, merci. Je pense que peut-être qu'elle faisait référence à l'exemple des donateurs. Donc, dans ce cas-ci, c'était un problème de classification d'abord, puis de restructurer les données. D'autres, mais pour moi, par rapport à la philanthropie ou aux organismes sans but lucratif, il n'y a pas nécessairement des outils ou des méthodes qui sont différentes dans le sens où ça dépend un peu du problème. J'essaie de trouver des exemples dont je peux parler sans dire le nom d'une organisation. Mais je sais que dans notre expérience, ça n'a pas été des problèmes complètement différents. Puis dans le cas que j'avais nommé, un exemple concret, c'est ça, c'est que c'était une organisation qui était grande, qui avait des satellites au travers le Canada, donc, mais que ces satellites-là, ces silos de données ne se parlaient pas. Alors, même si ces gens-là, c'était des experts et aussi des passionnés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, ce n'était pas tant fonctionnel parce que quelqu'un à Calgary ne savait pas vraiment ce qui se passait en Ontario, ne savait pas vraiment ce qui se passait au Québec. Puis je pense que ça peut être le cas pour plus qu'une organisation, surtout grassroots, les organisations comme ça qui partent avec peut-être une cause. Fait que dans ce cas-ci, le gros du travail, là, parce que les premiers modèles qu'on a sortis pour cette entreprise-là, pour cet organisme sans but lucratif-là, c'était des statistiques descriptives. C'est juste comprendre c'est quoi la moyenne des dons par mois. On n'avait pas ça, un point de vue qui était pan-canadien. Juste comprendre quand est-ce que les gens décrochent, par exemple, est-ce que, il y a une espèce d'idée qu'on ne peut pas envoyer trop de courriels parce qu'à un moment donné, les gens vont se décrocher. Mais nous, sans trop en donner pour cet organisme-là, on a découvert dans le fond que le point de friction est assez élevé, que les gens qui normalement donnaient à cet organisme-là étaient assez intensément des promoteurs de la marque et de la cause qu'ils décrochaient rarement, puis que finalement, on pouvait augmenter le nombre de courriels. On avait une chance d'augmenter à ce moment-là les dons. J'espère que ça répond un peu à la question. Je crois qu'on a d'autres questions qui sont On a d'autres rentrées. questions. Miko, je vais les lire à toi, puis on peut le répondre. Est-ce que les services, donc ça c'est de la part de Daniel Bédard. Allô Daniel, est-ce que les services de Léa sont accessibles à un budget plus restreint d'une PME? Donc, je peux répondre ça, Daniel. La réponse est oui. On peut faire un scale-up et un scale-down d'un projet. Donc, on a été dans des situations où on fait, disons, le même projet, mais de façon plus détaillée, de façon encore plus sophistiquée pour un client, puis avec un budget encore plus grand. On peut commencer le processus de répondre à ces mêmes questions avec une approche qui nécessite un budget moindre. Donc, ça dépend vraiment des questions, ça dépend vraiment des besoins, mais la réponse que je te donnerai, ce serait oui. On peut toujours travailler avec des PME, avec des budgets qui sont plus restreints.
Une autre question, donc j'aime cette question beaucoup, de Sylvain Gauthier. Effectuez-vous l'analyse de données secondaires? Miko, est-ce que tu veux prendre celle-là? Oui, en fait, on est né comme ça. C'est une super bonne question. Je rigole parce que si je comprends bien la question, donc c'est comme ça qu'on est né. Léa est née d'abord dans l'analyse de données secondaires, l'analyse de sondage. Puis on s'est développé là-dedans. On pourrait décrire comme la phase 1, là, vraiment aller chercher, faire de l'analytique sur des données de sondage. Ensuite, phase 2, on s'est mis à développer des tableaux interactif parce qu'il y avait de la demande des clients. Est-ce que c'est possible? Je veux voir ce qui se passe en direct. Puis, phase 3, ben là, on travaille beaucoup plus ou autant, là, on complète avec les données primaires. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Axel. Non, vraiment, s'il y avait juste un message à prendre avec vous aujourd'hui, c'est que Léger est connu pour travailler avec des données de sondage. En ce moment, l'équipe de l'analytique fait ça, mais on est en train de prendre le virage de pouvoir travailler avec tout type de données, toutes sortes de données. Encore une fois, on l'a dit, c'est des données de votre base de données transactionnelles, des données de clients, de CRM, des données de vente que vous auriez, des données qui sont pertinentes à vous, qui se dit sur l'Internet, des données de Web Analytics, donc tout type de données, on est capable de pouvoir bâtir des modèles qui sont ancrés dans les questions et des besoins d'affaires. On avait une question, mais je pense que ça a été enlevé. Ouais. Peut-être attendre une autre minute ou deux, Miko, pour voir si on a d'autres questions. Je n'arrive pas, moi je disais à l'époque quand je fais du tutoriel à l'université, il n'y a pas de questions niaiseuses, allez-y. OK. Bon, on vous remercie beaucoup vraiment de votre temps de venir nous écouter. Vous pouvez toujours consulter notre site web et si vous avez des besoins particuliers à nous partager puis avoir des discussions, des dialogues, nous sommes toujours ouverts. Donc ça, c'était mon petit mot de bye-bye. Miko, est-ce que tu veux dire quelques mots? Mais merci d'avoir été là. C'est très apprécié. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous. On aime ça, les données. Allez-y. Merci tout le monde. Bonne journée.